Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. En cette soirée du mois d'octobre, Gérard, appelons-le Gérard, est heureux. Avant de passer à table en compagnie de 2 clients qu'il a invités à dîner dans un restaurant de la rive gauche, il téléphone à sa femme. « Ne sois pas inquiète, je rentrerai vers 11 heures. J'ai vendu 2 voitures payables comptant et ce n'est pas tout. Mes 2 acheteurs sont tentés par le break, oui, le dernier modèle. Ce sont des industriels et je crois que j'ai pas mal d'affaires à traiter avec eux. C'est formidable, non? Alors je les ai emmenés dîner. Je pouvais pas faire moins. Tu m'en veux pas? Je te promets que pour fêter ça, nous irons tous les 2 à la campagne dimanche prochain. D'accord. À tout à l'heure. Gérard rejoint ses clients. Menu soigné, vin choisi, mais sans excès. Du reste, Gérard est d'une grande sobriété. Vers 22 heures, les 3 hommes se séparent, visiblement satisfaits des marchés qu'ils ont conclus. Et Gérard, au volant de sa voiture, regagne son domicile situé en banlieue. Il sourit tout en conduisant. Concessionnaire d'une grande marque d'automobile, son commerce marche bien. Les débuts ont été difficiles, mais à présent, les efforts commencent à payer et avec un peu de chance, dans quelques mois, il pourra déménager et offrir à Hélène, sa femme, appelons-la Hélène, un appartement plus agréable dans un endroit verdoyant. Il fait d'autres projets, il pense aux vacances d'été, à celles d'hiver. Bref, pour cet homme de 33 ans, jeune marié, grand, brun, travailleur acharné, affable, la vie est belle. Hélas, ses rêves vont brusquement tourner court. Un incident imprévisible. Un incident du genre de ceux qui nous guettent tous, chers amis, vous et moi, chaque jour ou chaque nuit, va détruire l'ordre, la joie, le travail de Gérard. Je me dois de rester discret quant au vrai nom des protagonistes de cette affaire extraordinaire, car elle est relativement récente et les personnages qui ont été mêlés sont encore marqués par le drame qui s'est abattu sur eux, alors que rien au monde ne pouvait le laisser prévoir. Bien que respectant les limites imposées, Gérard roule à vive allure, ce qui n'a rien de surprenant car c'est un professionnel et d'autre part, il connaît admirablement cette route qu'il emprunte tous les jours. Il est pressé d'entrer chez lui et de raconter en détail à Hélène, sa femme, toutes les possibilités que ses 2 nouveaux clients lui ont offertes. Tout à coup, 2 phares scintillent dans son rétroviseur, 2 phares qui grossissent rapidement. Sur le moment, Gérard n'y prête pas une attention particulière. L'itinéraire qu'il suit est assez fréquenté. Mais les phares se rapprochent encore et leur lumière éblouit Gérard qui accélère. Il est persuadé qu'il s'agit d'automobilistes pacifiques, désireux de lui démontrer que le moteur de leur voiture est aussi nerveux et puissant que le sien. Bien qu'il conduise en virtuose, Gérard ne parvient pas à se débarrasser de ses suiveurs et il trouve que la plaisanterie se prolonge un peu trop. À la faveur d'un feu de signalisation, elle prend même des allures franchement inquiétantes. Alors qu'il rétrograde et ralentit, ses poursuivants le doublent et se rabattent sèchement en lui faisant une queue de poisson. Le jeune homme s'énerve et il est curieusement anxieux. Il effectue une habile manœuvre, réussit à se dégager et fonce, mais cette fois comme un fou, sur la route qui mène à son domicile. Et derrière lui, la voiture a repris la chasse. Gérard sent l'angoisse monter en lui. Tout ce qu'il a lu dans les journaux depuis quelque temps lui revient à l'esprit. Ces voyous qui, pour s'amuser, traquent les automobilistes et cherchent à les envoyer dans le fossé ou contre un mur. C'est ce qui lui arrive ce soir, il en est certain. Alors, il change d'itinéraire, vire brusquement à droite, puis à gauche. En vain. Dans son rétroviseur, les phares de l'autre voiture sont toujours là, comme 2 monstres menaçants. Gérard sent quelques gouttes de sueur perler à son front, ses mains sont moites sur le volant. Ce qu'il veut, ce qu'il tente, c'est atteindre à tout prix son immeuble, les escaliers, son appartement, de s'y enfermer auprès d'Hélène. Là seulement il sera en sécurité, car ses poursuivants n'auront tout de même pas l'audace de l'importuner jusque chez lui. Il tourne une nouvelle fois à droite et s'enfonce dans le trou noir de l'impasse où est situé son modeste logement. Il saute en voltige de son véhicule, se précipite vers sa porte d'entrée, mais pas assez rapidement. Un crissement de pneus, le bruit de portière qui claque, des pas sur le macadam. Gérard voit 2 hommes marcher sur lui, mitraillette au poing, les bras en l'air. Gérard n'a plus aucun doute.
Il a affaire à des bandits, du reste la manière dont ils sont habillés est significative. Casquette sur les yeux, col roulé, blouson, le menton et les joues recouverts d'une barbe de 2 jours. Complètement affolé, il s'exécute. Que peut-il faire d'autre d'ailleurs? Un troisième individu est au volant de la voiture suiveuse, dont le moteur tourne. Mitraillette braquée, les 2 hommes s'approchent. Papier et carte grise. Gérard obéit, trouvant en son fort intérieur que la mise en scène est un peu énorme. Il est tombé sur des perfectionnistes sadiques qui prennent sans doute plus de plaisir en constatant la frayeur qu'ils inspirent à leurs victimes qu'en la dévalisant. Le jeune garagiste fouille dans ses poches. Un vendeur de voiture a souvent plusieurs cartes grises sur lui, et dans son émotion, Gérard en sort une qui ne correspond pas à son véhicule. L'un des 2 hommes ricane. « Tiens, tiens, tiens !» Puis il ajoute en déployant avec dextérité une carte barrée de tricolore. « Police !» Gérard n'est pas dupe. Mais il n'a pour l'instant d'autre ressource que de chercher fébrilement le document véritable qui lui est réclamé. Les 2 hommes l'examinent, ouvrent le capot afin de vérifier si les numéros du moteur correspondent. Gérard est convaincu que sa dernière heure est arrivée, que les gangsters vont l'abattre. Gagné par une peur incoercible, il se met à hurler pour appeler quelques voisins à son secours. Puis il s'engouffre dans son immeuble et monte 4 à 4 les escaliers dans l'espoir qu'il pourra s'enfermer dans son logement situé au 1er étage. Hélène, sa jeune femme, alertée par ses cris, sort sur le palier en chemise de nuit, se heurte aux 2 hommes qui, toujours mitraillés au poing, poursuivent son mari. Elle hurle à son tour. Gérard a pu atteindre la chambre en entendant les cris stridents poussés par sa femme. Son désarroi, sa panique augmente. Il s'empare de son fusil de chasse, ouvre la fenêtre et tire un coup de feu en direction du sol pour que ses voisins comprennent la gravité de la situation dans laquelle il se trouve. Le malheur veut que le conducteur de la voiture poursuiveuse, qui était resté jusque-là à son volant, inquiet de tout ce tumulte, quitte à ce moment précis son véhicule pour prêter main forte à ses comparses. Et en passant sous les fenêtres, il est blessé mortellement et s'écroule. Alors Gérard, anéanti, apprend que ceux qu'il prenait pour de faux policiers sont de vrais policiers. Et eux-mêmes avaient pris Gérard pour un malfaiteur. Le jeune garagiste est inculpé d'homicide volontaire et incarcéré. On se demande comment peut être possible une telle série de méprises, un tel enchaînement de petits faits qui aboutissent à une tragédie. Certes, actuellement, la violence, et la violence gratuite, crée une psychose collective. Et pour peu que le décor s'y prête, chacun voit dans l'autre un agresseur en puissance. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le magistrat instructeur interroge l'inculpé avec objectivité et constate après quelques minutes d'entretien. Je vois que vous êtes parfaitement en règle, que votre honorabilité ne peut être contestée, que vos antécédents sont irréprochables, votre casier vierge. Alors, que s'est-il passé? Qu'aviez-vous à craindre d'un contrôle de police? Gérard répond avec logique. Qui me prouvait que c'était un contrôle de police? Mais enfin, les 2 inspecteurs vous ont présenté leurs papiers. Un seul. Et à toute vitesse, et dans le noir. Je n'ai pas pu voir ce qui était écrit dessus. On nous parle sans arrêt d'automobilistes qui sont attaqués sur la route par des voyous. Quand j'ai vu ces hommes mal rasés, mal habillés, qui m'ont menacé de leur mitraillette après m'avoir poursuivi, après avoir failli provoquer un accident, et tout ça en pleine nuit, eh bien oui, j'ai pris peur. Et quand je les ai entendus brutaliser ma femme, forcer la porte de mon appartement, je me suis senti en état de légitime défense. J'ai tiré un coup de fusil pour recevoir de l'aide. Le magistrat hoche la tête. C'est donc la peur seule qui est à l'origine de votre geste meurtrier. Oui, monsieur. La peur. J'ai eu vraiment très peur. Et vous savez, je n'ai visé personne. Je n'ai jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Et je regrette profondément ce qui est arrivé, je vous le jure. J'ai tiré à l'aveuglette. Parce que j'avais peur. La chambre d'accusation partage cet avis et met Gérard en liberté provisoire. Lors de la reconstitution décidée par le juge d'instruction, tout le monde doit reconnaître que les policiers, déguisés en voyous pour les besoins de leur service, auraient inspiré la plus grande frayeur aux plus courageux.
À leur tour, les deux inspecteurs expliquent la scène. Nous nous apprêtions à faire une ronde dans un ou deux quartiers douteux. C'est pour ça que nous étions habillés de cette façon, pour faire couleur locale. C'est pour ça aussi que notre voiture était banalisée. Donc, rien, lorsque vous avez engagé la poursuite, rien ne pouvait laisser supposer à l'inculpé qu'il avait affaire à de vrais policiers. À ce moment-là, non. Il est passé au volant de sa voiture à une allure excessive. Nous l'avons pris en chasse. Ensuite, il s'est engagé dans une impasse. Il nous a présenté plusieurs cartes grises. Sincèrement, on était sûr d'avoir mis la main sur un malfaiteur. En somme, il ne s'agissait que d'un malentendu, d'un regrettable malentendu. Devant la cour d'assises, l'avocat général insiste beaucoup sur un point. Le fait que les hommes qui ont interpellé le meurtrier lui ont demandé ses papiers après avoir présenté les leurs et les ont vérifiés avec soin démontre assez que ce contrôle avait un caractère authentique. Ce jeune garagiste un peu impulsif devait réviser sa première opinion et admettre qu'elle était fausse et qu'il se trouvait en face non de gangster, mais d'inspecteur de police. Raisonnement certes fort logique. Mais n'est-il pas excessif de demander à un citoyen honnête rentrant chez lui et voyant surgir 3 hommes en casquette, col roulé et mitraillette au poing, de s'interroger avec tout le sang-froid qu'on peut avoir lorsqu'on examine un dossier posément dans le confort d'un bureau? Il est permis d'en douter. Eh bien, les jurés, eux, ne sont pas de cet avis. Et Gérard est condamné à 3 années d'emprisonnement. Mais 3 années qui représentent en réalité beaucoup plus. Une vie gâchée, des espoirs fauchés, un bonheur et un travail tranquille saccagé, parce que quelque part un soir, sur une route, il y a eu une sorte de malentendu. Un malentendu qui fait brutalement d'un couple 2 êtres séparés par les barreaux. Oui, c'est vrai. Il y a eu mort d'homme. Et le policier abattu accidentellement par Gérard était peut-être marié, lui aussi, père de famille. Nous ne perdons pas de vue cet aspect, ce triste aspect de la question. Mais Gérard, parce qu'il a cru sa vie et celle de sa femme en danger, a eu un réflexe malheureux. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas visé les policiers qui le poursuivaient. Il a simplement voulu appeler au secours. Seule la fatalité a fait de lui un criminel. Et 3 ans de prison ferme. À en croire certains témoins, ce verdict surprend ceux qui assistent à l'audience. Un très célèbre avocat parisien décédé aujourd'hui, maître Floriot, donne son opinion sur cette affaire qu'il n'a pas plaidée, mais qu'il a suivie attentivement. Il écrivait à l'époque « J'ai été très étonné par la rigueur de cette condamnation. D'autant plus que la plupart des jurés étaient assez âgés. Parmi eux se trouvaient 3 retraités. Leur présence me paraissait de bon augure. Je pensais que ces braves gens comprendraient encore mieux la frayeur qu'on peut éprouver lorsqu'on est interpellé avec cette brutalité en pleine obscurité devant la porte de son domicile. » Mais le célèbre avocat devait découvrir plus tard un détail étrange. J'appris que les listes des jurés indiquent, pour les retraités, l'administration dont ils sont issus, SNCF, douane, poste, etc. Mais se borne à indiquer la seule mention « retraité » sans autre précision, lorsque son titulaire est un ancien de la police. Et c'était le cas des 3 retraités qui faisaient partie du jury chargé de statuer sur le cas de Gérard. Il est permis de penser que, dans la chambre des délibérations, ils sont intervenus avec vigueur et conviction pour persuader leurs collègues que les policiers exercent une profession à la fois indispensable et périlleuse et qu'il importait de châtier impitoyablement leurs meurtriers. Tous les honnêtes gens sont d'accord pour qu'inspecteurs et gardiens de la paix soient protégés d'une façon absolue dans l'exercice de leurs fonctions. Ils conçoivent parfaitement qu'une condamnation exemplaire soit infligée à un malfaiteur qui abat froidement un représentant de l'ordre pour échapper à la justice. Mais pour Gérard, ce n'était pas le cas. Et si ces 3 retraités avaient examiné cette affaire avec plus de sérénité, ils auraient compris que l'accusé n'avait agi que sous l'emprise de la peur. Une peur bien compréhensible, cette peur qui nous guette tous, chers amis, dans la rue, dans le métro, dans la cage d'escalier ou le parking de notre immeuble. Gérard n'avait pas d'autre mobile. Il n'avait jamais eu maille à partir avec la police ou avec la justice. Bien plus, le dossier établissait qu'il avait apporté bénévolement son concours à une œuvre animée par des inspecteurs de police. Il était donc exclu qu'il ait pu tuer par vengeance, par rancune ou par haine.
une seule explication plausible, réelle, la peur. D'ailleurs, personne ne met en doute ce raisonnement lorsque c'est l'inspecteur ou le gardien de la paix qui tire. Dans cette tragique aventure, un autre détail a son importance. Si les voisins s'étaient manifestés dès les premiers appels lancés par le jeune garagiste, il est possible d'imaginer que les événements auraient évolué dans un sens différent. Et il n'y aurait eu sans doute ni victime, ni coupable. Mais les voisins sont restés calfeutrés derrière leurs volets clos. Et dans l'impasse, aucune fenêtre ne s'est éclairée. Les voisins, eux aussi, avaient peur. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.